bienvenue pour cette conférence dédiée à l'amande en agriculture biologique. Je suis François Warlop, je travaille au groupe de recherche en agriculture bio sur Avignon. Donc l'amande est une filière qui est à la mode en ce moment, beaucoup de producteurs s'y intéressent. Il y a une forte demande de nougatiers, de chocolatiers et d'autres industriels pour ces produits. Et l'amande en bio est également un produit très sollicité. Or, aujourd'hui, beaucoup de producteurs nous sollicitent donc, pour des références techniques sur l'amande en bio, mais on a encore un certain nombre de verrous techniques. On verra plusieurs de ces verrous dans cette vidéo. La guêpe de l'amande est un des principaux verrous, donc je ferai un focus sur ce ravageur. Jean-Michel Montagnon de la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône commencera la présentation pour vous présenter donc, la filière et la culture de l'amande en bio. Et Mathieu Bameul présentera ensuite le projet Elzéar qui a donné naissance à ces travaux de recherche et de développement sur l'amande en bio. Et voilà, donc je passe la parole à Jean-Michel pour démarrer cette conférence. Bonjour à tous. Effectivement, l'amande, c'est une filière jeune, mais qui a déjà beaucoup d'histoire. Elle est jeune parce que c'est un renouveau en fait. C'est une culture qui était très présente en Provence et puis qui est doucement en est partie, a disparu en quelque sorte. Il est resté quelques producteurs qui ont continué et qui aujourd'hui voient arriver un plan de relance avec de nouvelles plantations, de nouveaux producteurs, de nouvelles stratégies de verger. On est vraiment sur une espèce qui se relance dans notre région. On a la chance d'avoir un terroir qui est parfaitement adapté, avec des sols qui sont des sols filtrants, des sols sur lesquels on a de l'irrigation. Et aujourd'hui, c'est très difficile, voire impossible de faire une culture rentable sans irrigation. On a aussi le soleil qui apporte non seulement la chaleur, mais également un air assez sec qui fait qu'on n'a pas trop, mais on en a quand même des développements de champignons. La dimension économique du produit est favorable, c'est-à-dire que l'amande de Provence a une image, a une réputation. Et aujourd'hui, les cours sont beaucoup plus favorables pour l'amande de Provence que pour l'amande au cours mondial. Le cours mondial évolue entre 4 et 7 euros du kilo d'amandon. Donc déjà, il y a des grandes fluctuations et en plus, ce ne sont pas des prix très élevés. Alors que le cours de l'amande de Provence a très peu de fluctuations avec des prix de vente qui sont très supérieurs à ceux du cours mondial. Donc c'est notre terroir qui est un peu notre carte de visite, notre image, qui nous permet de valoriser au mieux notre production. Un atout aussi pour les professionnels, c'est le fait que la culture de l'amandier est très mécanisable, que l'on va faire une récolte totalement mécanisable, il n'y a pas besoin de main-d'œuvre, et ça c'est quand même quelque chose d'important. Mais à contrario, et ça les gens l'oublient souvent, la récolte n'est pas le point terminal. Il y a après du séchage, du cassage, et ces données-là sont importantes à prendre en compte parce qu'elles ont un coût, et ce coût doit être intégré dans tous les projets avant de planter. Actuellement, perspective et réalité, il y a des ambitions de plantation qui se concrétisent, c'est-à-dire qu'on voit des producteurs se lancer dans l'amande sur nos terroirs, toute la Provence, mais également l'Occitanie, la Corse et le sud de Rhône-Alpes. Donc on a vraiment des plantations qui commencent à prendre de l'ampleur. On sait que d'ici 2024, on aura doublé les capacités de production françaises. La logistique essaye de suivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en amont, les pépiniéristes commencent à fournir beaucoup plus de matériel. Il y a quelques années, ils étaient pris de court un peu par la demande et ils n'arrivaient pas à nous livrer des arbres. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il y avait un mouvement, donc ils préparent des arbres. Et puis, il y a des évolutions sur le matériel de récolte. Je disais qu'il était mécanisable. Eh bien, il y a des nouvelles machines qui sont plus performantes, plus rapides, qui commencent à arriver. On a aussi des évolutions sur le cassage avec des petites structures de cassage qui se mettent en place dans la région. Donc la profession se structure et elle s'organise. On a maintenant une interprofession qui s'appelle France Amande et qui commence à travailler de concert avec les producteurs et la filière aval pour définir des signes de qualité. Ça, c'est très important comme objectif, c'est que notre amande soit reconnue pour sa présence régionale. Donc on est en train de travailler sur des signes de qualité. On est en train de travailler sur les aspects techniques et sur la recherche. Justement, on va parler de recherche parce qu'on en manque vraiment.
on a un peu une sorte de vide derrière nous. D'autres cultures ont été vraiment travaillées par l'INRA et d'autres structures, mais l'amande a été un peu victime de la disparition des plantations et on n'a pas assez de recherche fondamentale qui nous permettent d'être très performants sur la culture. Donc justement, les projets dont on va parler tout à l'heure font partie de cette recherche qu'on met en place. Autre réalité un peu difficile à gérer, c'est que c'est une culture qui est fragile sur le plan sanitaire. Elle a différentes maladies, mais très peu de molécules pour les limiter, ces maladies. Donc elle est quand même très fragile, et à nous de trouver plus que des molécules, mais trouver des stratégies qui nous permettront de limiter l'impact des maladies et des ravageurs. Elle a aussi une sensibilité au climat, hein, donc c'est une culture qui peut avoir des risques de gel. Elle fleurit tôt, et toute la période qui est après fleur est une période sensible au gel. Dernier point un petit peu délicat, on manque de variétés, contrairement à des espèces fruitières qui se sont vraiment développées avec un panel variétal très large. On a encore pour l'amandier peu de variétés à proposer. Alors maintenant on regarde les variétés espagnoles, italiennes, états-uniennes, mais malgré tout on manque encore de recul sur ces variétés et on n'est pas en capacité de proposer une grande gamme de variétés. Le bio. François a introduit en disant qu'effectivement ce sujet-là serait sur l'amande en bio, et c'est tout à fait vrai, parce qu'il y a une forte demande. Forte demande des transformateurs. Les études, on en a fait plusieurs, j'en cite une qui est celle de l'agence bio, qui montrait que rien que pour la région, on a 1000 tonnes d'amandons bio qui sont demandées par les transformateurs. Or aujourd'hui, la production française bio et non bio, c'est entre 300 et 400 tonnes. Vous voyez, donc on a vraiment une forte demande pour l'amande et une forte demande pour l'amande en bio. Les consommateurs également suisses, enfin plutôt impulsent ce mouvement. C'est porté par une attente sociétale générale sur la culture en bio et ça concerne tout à fait l'amande. Et dernier point, parce qu'on l'ignore un peu, mais les producteurs sont aussi demandeurs pour produire de l'amande bio. Il y a presque un lien naturel entre amandier et bio, et quand on fait des formations, quand on anime des réunions, on voit que dans la salle, les producteurs qui veulent se lancer, pour majorité d'entre eux, veulent se lancer en bio. Donc c'est vraiment une conjonction de volonté pour produire de l'amande bio. Mais j'ai écrit, c'est le boulevard des illusions. Alors c'est pas pour faire un joli titre, mais c'est pour dire que d'un côté on a une forte demande, mais que le marché est très faible. On ne trouve pas de l'amande bio française, ou alors en infime quantité. En tout cas très en deçà de ce qui est demandé. L'amande bio, elle est importée d'Espagne et d'Italie. Donc là on est sur un vrai constat de contradiction et d'échec, parce qu'on n'arrive pas à produire suffisamment d'amande bio malgré la demande. Donc c'est un non-sens, on a une demande, on a un terroir, on a des producteurs motivés, mais on n'y arrive pas. Et pourquoi? Et j'ai dit pourquoi. Pour toute réclamation, contactez Eurythoma amygdali, Physicocom amygdali, Monilia laxa, etc. Ce sont tous les bioagresseurs, enfin tous, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont virulents. Et ces bioagresseurs-là, pour le moment, certaines années et dans certaines conditions, n'empêchent de produire de l'amande en bio. Voilà. Donc c'est vraiment le nœud du problème, et c'est là-dessus qu'on s'engage, toutes nos structures, on s'engage à travailler pour apporter des solutions. Le ravageur, le plus important, je ne vais pas le développer parce que François va vous faire un beau focus dessus, il s'appelle Eurythoma amygdali, vous voyez il a l'air très méchant, et il l'est, mais vous en saurez un petit peu plus dans quelques minutes. Les autres agresseurs, entre guillemets, vous avez un champignon qui s'appelle Physicocom, qui a cette particularité de pouvoir faire des chancres, donc des organes de stockage. C'est-à-dire que quand il commence à être présent dans un verger, il est très difficile de l'éradiquer parce que ces chancres-là sont des organes de réserve. Et l'année suivante, eh bien, vous avez de nouveau germination des champignons. Donc c'est assez compliqué de lutter. Et en plus, il est tolérant au cuivre. Donc voilà, c'est quand même pas facile. Et puis j'ai appelé ça le cortège des profiteurs, c'est-à-dire que des tas d'autres champignons profitent soit de la vigueur des arbres pour certains d'entre eux, soit surtout du climat de l'année. Des climats humides et doux vont favoriser ce fameux cortège des champignons, vont favoriser leur développement et donc des contraintes culturelles. On a quand même quelques stratégies. Parmi celles-ci, on va choisir les variétés qui sont le moins sensibles. Par exemple, on sait qu'une variété qui s'appelle mandaline, qui a beaucoup de qualités par ailleurs, est plus sensible à Eurythoma parce que sa gove est fine et les piqûres de l'insecte pénètrent plus facilement. On sait qu'on a deux variétés qui sont moins sensibles aux maladies fongiques, c'est Ferastar et c'est Texas. Par contre, il y a toujours un corollaire, elles ont d'autres défauts de production. Ce n'est pas une garantie, une panacée.
On se retourne un petit peu vers les travaux, et comme on n'en a pas en France, on est allé voir les travaux espagnols sur la sensibilité des variétés aux maladies. Mais on ne voit pas de grande différence entre les variétés. On n'a pas une variété qui serait naturellement très peu sensible, voire résistante aux maladies. Je vais laisser la parole à François qui va développer un petit peu cette fameuse guêpe de l'amande. Merci Jean-Michel. Donc effectivement, le ravageur principal, la guêpe de l'amande, donc vous voyez sur la diapositive, c'est un bel insecte, hein, mais malgré tout, effectivement, un beau ravageur, avec la femelle en haut posée sur une amande en phase de ponte et le mâle en dessous. Donc c'est un ravageur qui est bien spécifique de l'amande, hein, qui va aller que sur cette culture de l'amandier et qui ne fait qu'une génération par an. Donc il émerge à partir des amandes momifiées qu'on voit en sortie d'hiver, les amandes noires. Et il va émerger donc en mars-avril, s'accoupler. Donc les femelles vont pondre à partir du mois d'avril et la larve va se développer pendant 8 à 9 mois. Donc c'est une phase de développement larvaire très longue. Donc les larves vont passer tout l'hiver et se transformer petit à petit, comme on le voit sur la diapositive, au sein de l'amandon pour pouvoir réémerger l'année suivante. Donc un ravageur avec une seule génération par an et une phase émergée, disons aérienne, très courte au mois d'avril, donc où il faut concentrer les interventions puisque c'est plus facile d'intervenir à cette période-là. Donc un ravageur sachant ravager, puisqu'effectivement très spécifique, mais on voit que si on ne fait pas de protection sur des vergers en bio, on peut arriver sur des années normales à forte pression, à 90% de dégâts. Donc évidemment, ça remet complètement en question la viabilité d'un projet en bio sans protection. Donc on a aujourd'hui pour les producteurs conventionnels une protection chimique efficace. Et en termes d'alternatives, on a aujourd'hui un produit qui s'appelle le Spinoza qui présente une certaine efficacité, mais qui est utilisé pour les producteurs par dérogation depuis plusieurs années, mais qui n'est pas homologué. C'est simplement une dérogation allouée par le ministère pour la saison. Et ce produit a le fâcheux inconvénient d'avoir pas mal d'effets secondaires sur les pollinisateurs et notamment sur les abeilles qui sont très liées à la culture de l'amandier. Donc on est vraiment en recherche d'alternatives depuis plusieurs années et de plus en plus par ces projets qui sont en cours. Alors en termes de recherche d'alternatives, une recherche d'alternatives assez efficace, c'est le filet plastique. Hein. Donc vous voyez plusieurs producteurs qui ont lancé des pistes de vergers à haute densité sous filet anti-insectes, hein, comme ça peut se voir sur pommier. Donc on reconfigure un peu le verger avec des porte-greffes plus faibles et un verger donc, de plus haute densité. Et donc on voit différentes parcelles où la protection est assurée donc, par ce filet posé le temps du vol de la guêpe, donc une durée de pose du filet assez courte dans le temps. Et une protection assez efficace. Évidemment, ça conditionne pas mal l'allure et la plantation du verger. Et donc, c'est un projet très différent qui n'est pas forcément adaptable à un verger d'amandier traditionnel. Donc, nous travaillons pour les producteurs qui ont déjà des parcelles en place et justement sur des parcelles plus traditionnelles à tester des produits alternatifs au Spinoza et aux molécules de synthèse. Donc des produits minéraux comme l'argile avec différents adjuvants qui peuvent aussi ajouter une efficacité supérieure. D'autres produits insecticides ou insectifuges, donc la liste des produits est assez longue. On travaille ça depuis quelques années. Et donc on a quelques résultats qui commencent à émerger un peu, qui montrent un peu différents niveaux d'efficacité. Donc par rapport à des témoins qui sont comptabilisés sur la parcelle. Donc on a des niveaux d'efficacité de l'argile qu'on voit ici en orange, de niveaux d'efficacité comparables à celle du Spinoza. Dans cet essai-là, l'efficacité est de l'ordre de 40%. Mais on montre des efficacités nettement supérieures dans certains essais. Ici, sur cet essai, sur l'Orane, on voit un témoin avec des amandes, donc des dégâts d'amandes en orange très importants, puisqu'on est à 80% d'amandes piquées sur le témoin. Et si on compare avec une modalité donc, chimique traitée au karaté et une modalité à l'argile, vous voyez que l'argile
permet une réduction substantielle quand même très, très importante du niveau de dégâts par rapport aux témoins, même si on n'est pas au niveau d'efficacité du karaté, il y a un vrai potentiel de l'argile. Donc ça c'est sur l'Oran. Sur Fer-Agnès et sur la même parcelle, donc on avait traité de la même manière sur une autre variété, avec une efficacité qui est un peu inférieure que sur l'Oran, mais on a aussi un témoin moins attaqué par rapport à un décalage de phénologie de Fer-Agnès qui a limité les dégâts sur cette variété Fer-Agnès. On a d'autres résultats donc ça, qui remontent à cette année, qui ont été menés par les producteurs eux-mêmes, avec de l'argile complétée avec des huiles essentielles. Et là, on voit par exemple que sur le deuxième histogramme, on a une efficacité de l'huile essentielle de giroflier qui se cumule avec l'efficacité de l'argile, donc une efficacité supérieure liée à cet ajout d'huile essentielle de giroflier. Donc on a des tendances et des résultats qu'on souhaite confirmer dans le temps sur différentes parcelles avec différents producteurs intéressés. Voilà. Et pour ces pulvérisations donc à base de produits minéraux notamment, on travaille également à sensibiliser les producteurs à l'importance de la pulvérisation, hein. C'est vrai pour tous les types de produits, mais c'est encore plus vrai pour une pulvérisation à base d'argile qui doit vraiment bien couvrir la végétation, les feuilles et les fruits à la fois pour assurer une vraie efficacité. Donc on travaille depuis 2019 sur un réseau participatif de parcelles, hein, sur les différents départements concernés par la culture de l'amande. Donc on travaille la thématique de riz Thomas, mais dans le cadre des projets donc, dont Jean-Michel a commencé à parler, on va travailler aussi sur d'autres techniques agroécologiques pour essayer de développer des pratiques plus vertueuses et pour essayer d'amener les producteurs à moins traiter, donc à base de bandes fleuries, de plantes couvre-sol, et des techniques d'agroforesterie sur certaines parcelles. Donc c'est un travail qui démarre, qui s'appuie vraiment sur la collaboration des producteurs qui ont déjà lancé des vergers. Et donc on incite vraiment les producteurs à nous rejoindre, à nous contacter pour rejoindre ce réseau d'expérimentation en verger qu'on a appelé le réseau Rêve. Voilà. Et je vais donc repasser la parole à Jean-Michel qui va vous présenter donc, ces différents projets et leurs objectifs. Merci. Oui, j'ai mis compliqué, mais tout est possible. C'est-à-dire qu'on est sur une situation sanitaire qui va être difficile à gérer, mais on a des projets qui sont partis dans ce sens. On a pu obtenir des financements, on a pu obtenir l'aval de à peu près tous nos partenaires qui souhaitent participer. Donc on a quand même un certain optimisme. On prend l'exemple du poirier, c'est intéressant parce que dans les années 90, il était impossible de faire de la poire en agriculture biologique. On avait des problèmes de carpeaux et beaucoup de problèmes de psylles. Et puis avec beaucoup de travail et beaucoup d'observations, les conseillers, les chercheurs ont pu mettre en place des stratégies qui nous permettent aujourd'hui de produire de la poire en agriculture biologique de la meilleure des façons. Et pour donner un chiffre important, sur la vallée de la Durance, là, le premier producteur de poire, hein, c'est à peu près 70% de poire en agriculture biologique. Donc vous voyez, voilà, il y a des précédents qui nous donnent quand même pas mal d'espoir. Donc on va travailler sur la combinaison de stratégies différentes. On va essayer d'améliorer ce que nous on appelle dans notre jargon les leviers, c'est-à-dire comment faire sur un point précis pour être le plus efficace possible. Améliorer ce qui existe, mais également trouver de nouveaux leviers. Le respect des équilibres biologiques fait partie de ces leviers, on l'a déjà pris en compte, mais il faut continuer à travailler sur ces aspects, travailler sur une meilleure connaissance des ravageurs et aussi potentiellement des auxiliaires si on peut en avoir. Voilà, mais pour ça il nous faut des essais, on ne peut pas l'inventer en claquant des doigts, on est obligé de mettre en place des essais qui peuvent durer des années. Voilà, donc ce sont les projets que nous allons piloter et que nous vous présentons maintenant. Le premier s'appelle le projet Revatra. C'est un projet qui est dans le programme Ecophyto, Défi XP. Cette parcelle a été plantée en 2019, pardon. On est en deuxième feuille 2020. Les partenaires sont le CTIFL, la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et la station d'Expé Lac Pugère.
Et elle consiste à mettre en parallèle deux parcelles différentes dans leur conception et différentes dans la façon dont on va les travailler. La première parcelle est un témoin, c'est-à-dire que c'est un verger en gobelet à 6 mètres par 6 mètres qui est vraiment conduit comme un producteur le ferait. Et on va travailler en conventionnel, c'est-à-dire que quand on a un souci, bien, on va regarder un peu et à un moment donné, il se peut qu'on soit obligé de traiter. L'autre parcelle, elle est appelée innovation, elle est conduite en haute densité de façon à pouvoir poser un filet dessus. Ça, c'est le premier levier. C'est-à-dire que là, sur cette parcelle-là, on espère ne plus traiter eurythema, parce que le filet devrait nous protéger. Mais là encore, il faut travailler, parce que ce n'est pas une évidence. Les insectes s'adaptent aux stratégies que l'on propose, et il se peut que dans quelques années, le filet ne soit pas aussi efficace. Donc il faut vraiment qu'on travaille sur les épaisseurs de mailles, sur les temps de pose du filet, sur la période de descente des filets. Enfin, il y a plein de choses à continuer à travailler sur cet aspect filet. On a d'autres aspects, par exemple, on ne désherbera pas cette parcelle innovation puisqu'on a mis une bâche tissée, donc là en bio on est tout à fait dans les clous. Et puis on a 2-3 autres leviers que l'on a concentrés sur cette parcelle. Voilà. Alors ce n'est pas une parcelle spécifique en bio, c'est une parcelle d'évolution, mais toutes les informations que l'on va en tirer nous serviront vraiment pour l'agriculture bio, ça va être une belle passerelle. Et d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, on a de plus en plus de passerelles techniques entre la production bio et la production conventionnelle, quelles que soient les filières, et c'est une très bonne chose. Le second projet s'appelle Levéable, ça veut dire lever les verrous à la culture de l'amandier en bio. On a été leader pour ce projet, c'est pour ça qu'on a reçu les félicitations. Mais l'important n'est pas là, l'important est de dire qu'on a quand même fédéré 14 partenaires, des chambres d'agriculture, des CETA, CIVAM, le groupement régional, le groupement de recherche en agriculture biologique, la compagnie des amandes, un lycée agricole, des stations d'expé. Vous voyez, tout le monde est derrière ce projet et il va prendre vraiment de l'importance. On travaille sur 3 régions. Et on a mis en place 5 actions complémentaires qui devraient nous permettre de bien avancer. La première, c'est travailler avec l'INRAE sur la connaissance des chéromones. L'amandier est une plante qui, comme toutes les plantes, émet des substances organiques volatiles qui vont, dans le cas présent, attirer les insectes qui nous pénalisent, les ravageurs. Donc l'idée, c'est d'identifier ces chéromones, de les synthétiser, de les placer à l'extérieur du verger pour attirer les insectes à l'extérieur du verger, ou même si on le met à l'intérieur du verger, les attirer pour les tuer de manière naturelle. Donc ça, c'est une belle piste, mais qui pour le moment est encore incertaine, mais on a de l'espoir. On va travailler aussi sur des plantes de service qui vont nous permettre de favoriser la régulation biologique des ravageurs. On va travailler dans le cadre du réseau REV dont parlait François sur des produits naturels. Et puis on va travailler sur une meilleure connaissance d'eurythoma. Je vous le disais, il nous manque encore des références scientifiques, donc on va aller les chercher. Et on va observer pour chaque parcelle ou chaque environnement de parcelle ce qui favorise l'arrivée de cet insecte. Et le 5e point, c'est une communication parce qu'on veut vraiment que les producteurs soient tous informés de ce travail. Il ne s'agit pas de travailler dans un coin et puis de garder bien l'info. Au contraire, on veut impliquer les producteurs dans le réseau et on veut surtout qu'ils soient bien informés. Donc pour nous, c'est essentiel d'avoir une action qui s'appelle communication. Mathieu, je vais lui donner la parole, va vous présenter le 3e projet qui nous tient bien à cœur et qui s'appelle le projet Elzéar. Oui, bonjour. Merci Jean-Michel. Donc, comme Jean-Michel présentait les différents projets qui ont été structurés, ainsi que François, différents projets qui ont été structurés pour répondre à ce défi de produire une amande bio en France. Je vais vous présenter donc ce projet Elzéar. Et pour ça, pour ce faire, je vais revenir un peu en arrière en 2014, août 2014, pour remettre en perspective, en fait, pour comprendre d'où vient ce projet-là. Il y avait eu on a développé un plan de relance de la filière amande dans les Alpilles, dans le pays d'Arles. Et petit à petit, une fois les vergers plantés, une fois les agriculteurs accompagnés, une fois qu'on est allé chercher des informations sur le matériel végétal, entre autres, sur les différentes résistances, les variétés et la conduite en Catalogne, entre autres. Une fois cette structuration mise en place, on a vu le développement de la filière amande
localement, ensuite au niveau provençal et maintenant au niveau français. L'idée, c'était de reconcentrer cette politique de développement économique de la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Donc, c'était l'entité publique qui était à l'origine de cette relance de filière amande dans les Alpilles, reconcentrée sur la production d'amandes bio. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de répondre donc à ce défi. On ne trouve pas d'amandes bio en France, hein, comme tu le soulignais, Jean-Michel, ou en tout cas c'est très difficile d'en produire, malgré une demande forte et exponentielle, et qui répond à une demande sociétale. Et par ailleurs, un impératif d'aller toujours plus vers l'innovation agricole, vers la vie des sols et vers un respect de l'environnement, et pour arriver à faire rimer développement économique et respect de l'environnement et développement d'un territoire dans le respect de l'environnement et de l'humain. Donc, il y a une responsabilité sociétale. Donc tout cela a mené un dialogue avec la fondation Björg, Bonne Terre et Citoyens, qui est la fondation d'entreprise de Björg, Bonne Terre et compagnie. Donc cette nouvelle fondation d'entreprise sous égide de la Fondation de France a pris contact avec nous. On a réfléchi sur le meilleur positionnement de leur contribution à ce plan de relance focalisé sur l'amande bio. Et on en est arrivé à ce constat que d'une part, il s'agissait de développer l'amande bio, mais aussi dans le cadre du respect de l'environnement et de la sécurité au travail. Donc on a développé ce programme qui repose sur deux grands piliers. Le réseau REV dont a parlé tout à l'heure François, qui est un réseau d'observation des vergers déjà existants, avec des expérimentations, avec dont les plantes hôtes, entre autres, d'une part. Et d'autre part, le deuxième pilier, c'est un pilier autour de vergers d'expérimentation, donc les vergers améliers, que suivra la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, et en particulier Jean-Michel, qui suivra cette partie-là, pour pouvoir expérimenter. Et ça se passera à Saint-Rémy-de-Provence, où il y aura un verger avec plusieurs hectares qui seront mis en expérimentation, pour pouvoir, dans le temps, financer une recherche et expérimentation en agriculture biologique appliquée au secteur de l'amande, avec, entre autres, cette fondation Björg, Bonne Terre et Citoyens, sous égide de la Fondation de France, mais aussi avec plusieurs partenaires qui sont déjà présents dans cette équipe du projet Elzéar, du nom de l'homme qui plantait des arbres. C'était un clin d'œil à Jean Genot. Et par ailleurs, tous les autres partenaires qui viendront tout au long du chemin sur 6 ans d'expérimentation, que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires techniques, pour équiper les différentes modalités de conduite du verger. Donc voilà, l'idée c'est donc ce projet Elzéar, en résumé, avec un pilier réseau REV et un pilier amélier que Jean-Michel va vous présenter. Je lui passe la parole. Oui, donc ça c'est la genèse du projet que vient de développer Mathieu, hein. J'insiste bien sur pour qui on le fait, hein. Encore une fois, c'est pour la profession agricole, c'est pas pour autre chose. C'est très important pour nous d'apporter des réponses à cette profession. Donc il y a un réseau REV et il y a 2 vergers que l'on va planter dans un premier temps, et on plantera un 3e verger en 2024. Les 2 vergers qu'on va planter cette année, c'est des vergers grandeur nature. Il ne s'agit pas de mettre un petit bout dans un coin en se disant après on extrapolera, ça voudra ressembler à quelque chose qui est pareil chez les producteurs. Non, on va faire comme chez un producteur. On va planter un verger d'évaluation classique, un verger de référence, qui va refléter les pratiques actuelles en bio, ce que l'on connaît, parce qu'on a quand même un peu de recul, ce que l'on sait faire, le moins mal possible. Et puis on va planter tout à côté un verger innovant, qui va casser les codes, et on va essayer de le mettre avec toutes les pistes possibles pour réguler la population des bioagresseurs.
Donc il y aura une part de risque, parce qu'on ne peut pas, autrement on serait qu'avec des certitudes. Donc on va avoir une part de risque. Ces pistes-là, ben, je ne vais pas les développer, mais on en a parlé, on a fait un véritable comité de sélection des pistes. Hein. On s'est tous réunis, on a passé une journée à essayer de cogiter pour trouver les pistes les plus intelligentes et qui soient en adéquation les unes avec les autres, parce que parfois quand on va trop dans une direction, ça pénalise d'autres paramètres. Donc on a essayé de trouver un nouvel équilibre et on va planter ce nouveau verger qui ressemblera pas du tout à ce qui existe actuellement et on va travailler dessus. Il va être évolutif, c'est-à-dire que même certaines décisions qui auront été prises au début pourront évoluer parce qu'on va se rendre compte que les choses elles-mêmes évoluent. Donc on ne s'interdit pas de modifier certaines parties de ce verger. Voilà, et on plantera un troisième verger d'1 hectare en 2024 en tenant compte de tout ce que l'on aura appris d'ici là pour concevoir ce nouveau verger. Donc c'est un projet très ambitieux hein, et on remercie vraiment les partenaires financiers qui nous accompagnent et les partenaires techniques qui vont participer parce que je pense qu'il a fortement du sens. Il s'articule parfaitement aux autres projets dont on a parlé et c'est un ensemble qui fait que l'on peut parler de projet de l'espoir. Voilà, ça c'est les variétés qu'on va planter. Donc on va planter l'Oran et Ferastar dans le verger innovant. On va le planter très dense, à 3 mètres, hein, c'est assez rare. On va essayer d'avoir un rendement très supérieur à ce que l'on a habituellement pour compenser les coûts de filet. Parce que on peut dire à un producteur, bah, mettez un filet, voilà, ça peut vous résoudre le problème. Mais si le coût du filet il est tellement élevé que finalement le verger n'est plus rentable, ça ne marchera pas. Donc on se doit, nous, de trouver dans ce verger innovation des stratégies pour avoir une production très supérieure de façon à amortir le coût d'un filet. Avant, on ne pouvait pas planter si serré parce que le matériel de récolte n'était pas adapté. Or, aujourd'hui, puisqu'on est très attentif à ces évolutions, on a du matériel de récolte qui peut nous permettre de passer à des distances beaucoup plus serrées sur le rang. Donc vous voyez, tout s'articule, tout se compose. Et c'est dans cette stratégie d'ensemble, que certains appellent systémique, qu'on va pouvoir arriver à faire quelque chose d'intéressant. On va travailler aussi sur des leviers biologiques, des leviers mécaniques de protection, et puis une approche synthétique de l'ensemble. En synthèse, pour ce verger, comme pour l'ensemble des projets, on peut dire que nous sommes avec une culture particulièrement dynamique, intéressante, porteuse d'espoir pour la profession et même pour toutes les professions agricoles, parce qu'on voit que viennent vers l'amandier des agriculteurs qui n'étaient concernés jusqu'à présent que par la viticulture ou par les grandes cultures. Mais on sent vraiment un engouement parce qu'on a des atouts puissants pour arriver à en faire une culture rentable. Par contre, on a beaucoup de difficultés pour produire de l'amande en bio. La difficulté principale, elle est d'ordre sanitaire. Et en quelque sorte, ce n'est pas le pire. C'est-à-dire que si la difficulté principale était une grosse dimension structurelle ou de terroir, ça serait beaucoup plus grave. Là, on a quelque chose d'identifié sur lequel on va pouvoir travailler. Donc c'est vraiment notre objectif et on met tout en œuvre pour y arriver. On a 3 projets régionaux. On sera à l'écoute de tous les projets qui vont se développer dans d'autres régions de France ou d'Europe. Et on va tout faire pour proposer des stratégies innovantes. L'implication de beaucoup de partenaires et la volonté de partager nos informations, puisqu'il s'agit bien de cela, avec l'ensemble de la filière amande, doit nous permettre, dans les quelques années qui vont venir, de proposer des solutions. Ça sera d'un côté notre quote-part, hein, parce qu'on est lancé dans ce projet-là, et on espère très sincèrement arriver à apporter des solutions pour la production d'amandes bio dans notre région.